Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Maalif, c'est un nouveau podcast Tribu à la recherche de nos coutumes, de nous-mêmes, avec les experts qui se succèdent à rythme effréné. Un autre micro pour nous éclairer sur ça. Et Mustafa Khadiri, vous le connaissez, j'ai pas besoin de le présenter. J'ai besoin par contre de l'accueillir à ce micro. Salut Mustafa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Merci encore pour l'invitation. On a décidé aujourd'hui de parler des festivités et autres mascarades. Alors quand on parle de mascarade, on parle du sens original d'une mascarade, c'est-à-dire une fête où on se déguise, on met un masque pour changer les règles sociales, transformer la réalité, pourquoi pas inverser l'ordre social, la parodie, voilà. C'est des moments un peu où tout est permis, le carnaval, il y a beaucoup de carnaval qui se passe un peu partout dans le monde. On a eu des choses qui ressemblent à ça chez nous et qui existent encore. Et tu vas nous regrouper ce type de festivités sur ce podcast que nous avons décidé ensemble d'appeler « Fêtes et autres mascarades ». Merci pour l'invitation. Et c'est un sujet si large. Tu as évoqué comment, un peu de part dans le monde, ça existe, c'est universel. Sauf que de nombreux sont devenus in et les nôtres sont toujours off, c'est-à-dire un peu déconsidérés. Si on pense à celui de Venise, le plus célèbre et le plus connu, je veux dire, c'est une tradition très ancienne, paraît-il, très beau, qui a été modernisée, mise au goût du jour, devenu un événement pour lequel les touristes viennent à Venise, comme on dit, au Brésil aussi, le carnaval de Rio, effectivement, etc. Donc ceux-là l'anathème n'est pas jeté, si j'ose dire, sur cela, alors que le nôtre, il y a beaucoup d'anathèmes justement, et peut-être c'est l'occasion d'en parler. Mais d'abord, je voudrais commencer par quelque chose qui est connu, qui s'est perdu juste récemment peut-être depuis les premières années de l'indépendance. Prenons par exemple ce qu'on appelle Boujloud. Boujloud, Bouilmaoun, Boubtaïn, Bachir, il a plusieurs noms selon les régions. Bachir dans les Snahaja du Rif, Boujloud, la Boubtaïn dans les villes, Bouilmaoun dans les régions du Haut-Atlas, du Souss, de l'Anti-Atlas, etc. Et dont on a encore quelques résidus, événements qui a eu lieu normalement, Ftafaska, ce qu'on appelle l'Aïd el-Kbir, où les gens prennent les peaux des bêtes sacrifiées, les arrangent et puis ils mettent des masques. Et c'est un moment festif que certaines régions continuent encore à faire après une longue érosion quand même, parce qu'il ne faut pas oublier comment cette déperdition a eu lieu, notamment dans les villes, dans les milieux urbains, où cela était très connu jusqu'aux premières années de l'indépendance. Alors, ça commence bien sûr avec les histoires de salafisme, après le wahhabisme, les modernistes également étaient tous contre cela parce que pour eux, ça renvoie quand même à des pratiques dites primitives, etc., etc. Alors quand même, c'est des moments de joie. Alors, décrivons ces pratiques. On se couvre de peau de mouton, c'est ça ? Oui, de peau de bête. Mm-hmm. Et on met un masque. Un masque de quoi ? Un masque de bête ou un masque en bois fabriqué. Mais qui fait ça ? C'est une personne ou c'est des personnes, c'est plusieurs personnes qui s'organisent. C'est un groupe, une bande, si j'ose dire, de copains qui organisent ça et qui font la tournée des maisons pour collecter de quoi faire un dîner. D'accord. Et en même temps... Mais ils font peur ou là ils font rire ? Oui, ils font peur les enfants, ils font rire bien sûr parce qu'ils parlent, il faut leur donner pour ne pas être, comment dirais-je, un peu molestés. Oui, c'est absolument cela. Ils font la tournée des villages pour collecter de quoi faire un événement la nuit, c'est-à-dire un événement d'ahwash ou d'ahidous pour chanter, danser et célébrer l'événement pour l'ensemble de la collectivité. Mais le principe il est là, c'est-à-dire égayer la vie des gens par une pratique de déguisement avec le droit de dépasser les limites convenables ou convenues dans la société. Ils peuvent insulter les gens, ils peuvent utiliser des mots grossiers, etc. parce que le principe est de leur donner. Alors il y a des gens qui font semblant de résister, de ne pas leur donner une offrande. C'est une comédie quoi. Et c'est une sorte de comédie et ils les molestent en quelque sorte, etc. Donc ils se courent les uns derrière les autres, etc. Une histoire de faire ambiance. Et l'enjeu aussi pour les enfants, c'est de toucher la personne qui est habillée en peau de bête sans qu'il soit touché. Parce que si vous le touchez, vous échappez, ça passe. Mais s'il vous touche, je veux dire, il peut vous frapper un peu, bon, gentiment. Mais en tout cas, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu et c'est bien sûr toujours les jeux. Ce sont les enfants qui sont gagnants en général.
Alors, physiquement, parce que j'ai jamais vu ça en fait, j'ai jamais vu ça. Donc, ce sont des personnages qui font un peu peur, un peu rire, un peu agressifs, voilà, et qui, le temps qu'ils errent dans la ville, ouvrent un moment de la société où les règles usuelles ne s'appliquent pas. Y compris en termes de... C'est la transgression justement d'un ordre, c'est l'occasion de transgression d'un ordre. Ça se passe quand? Ça se passe le jour ou le lendemain de l'Aïd el-Kbir. Et en général, le lendemain de l'Aïd el-Kbir, Fafaska, et ça se passe à peu près encore aujourd'hui dans le Haut Atlas central, c'est-à-dire pratiquement de la vallée de Aït Bougmez, Aït Bouli, jusqu'à la haute montagne de Marrakech. Ensuite, on trouve cela dans le Souss et dans l'Anti-Atlas. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a un carnaval, une sorte de festival qui est organisé à Tchera, à côté d'Agadir, un peu modernisé. Donc, c'est une sorte de défilé des gens déguisés partout avec des chars, etc. Je veux dire, une association s'est constituée depuis la fin des années 90 pour un petit peu célébrer cet événement qui commençait à être abandonné sous les coups de boutoir du salafisme qui a développé l'idéologie de tout est haram. De toute façon, tout ce qui vient d'Orient est halal, mais tout ce qui est né au Maroc est haram. Alors, est-ce qu'on a d'autres festivités de cette nature, s'il te plaît? Oui, à ma connaissance, aujourd'hui, on a 2 points au Maroc qui continuent à faire un événement pendant la Ashura. Ça s'appelle les Houdid Ashura, Oudayn Ashura. Les Houdid Ashura. Les Houdid Ashura. Le juif de Ashura. Le juif de Ashura, absolument. Ouais, c'est quoi ça? Et ça se passe à Glmima et à Tiznit. Les 2 points qui ont gardé... donc c'est entre Tinri et Rachidia. Et Tiznit, la grande ville connue pour Nqra. Et ce sont les 2 points qui continuent encore à faire ce Imachar. Il l'appelle Imachar à Tiznit et Oudayn Ashur à Glmima. Et bien là, on fabrique des masques. Ce n'est plus les peaux de mouton comme pour Tafaska de l'Aïd el-Kbir, mais on fabrique des objets, des masques en bois, en cuir. Maintenant, on achète des masques en plastique qui se trouvent sur le marché. C'est des masques de quoi, en fait? C'est des animaux? C'est des animaux de tout ce qui est, comment dirais-je, détourné, un peu tout ce qui peut faire peur. Et en général, ça se passe là en soirée, ça dure la nuit, et tout ce qui fait peur. Et c'est une sorte de mascarade, des mascarades mshkhir, sokhria, il y a une étymologie, il y a une racine commune aux 3 langues dans le mot, et ils font une sorte de théâtre de rue où, en général, c'est pour cela que ça s'appelle Oudayn Ashur ou Imachar, on imite l'accent des Juifs. Et d'ailleurs, il y a toujours un personnage, masculin et féminin, homme et femme, qui représente Moshi et Sarah en général, et on imite l'accent juif avec beaucoup de manières, de gestuelles, et c'est des dialogues un petit peu, des dialogues absurdes. C'est pas vraiment quelque chose de structuré. Il suffit, comme on dit, JBF Mougoul, mais il y a des gens spécialistes qui savent en faire. Je me rappelle une année au début des années 2000, à Sahat al-Hammam, ils ont été invités à venir faire une performance à Sahat al-Hammam ici à Casablanca, et j'ai beaucoup apprécié le fait que les Kazaouis, ceux qui étaient là en tout cas, étaient émerveillés devant cette chose-là que d'autres ont l'habitude d'organiser ailleurs et qui probablement même certainement a disparu de Casablanca à un moment donné, parce que comme on le sait, Casablanca étant la synthèse du Maroc, les gens qui venaient de toutes les régions du Maroc ont amené avec eux leurs pratiques, leurs traditions et leurs rituels, et du coup avec le temps, avec la modernisation, avec etc., et peut-être avec les idéologies, parce que je dis au début j'ai parlé du salafisme et du wahhabisme, mais même les modernistes ou les progressistes voyaient cela d'un très mauvais œil pendant très longtemps. Du coup peut-être c'est ça les origines de la déperdition. Quand on dit qu'il parle comme un juif, c'est quoi? C'est l'accent. Ouais, mais c'est l'idée, c'est quoi? C'est de se moquer de lui, je vois pas très bien le message qu'il y a derrière, en fait. Non, il y a une sorte de parodie. D'abord, il a le droit de dire ce qu'il veut, parce que c'est une journée mascarade. C'est une journée où on a le droit de dire ce qu'on veut. Et ensuite, l'imitation de l'accent du juif, c'est très facile. C'est juste switcher le sin par le shin. Le chat, c'est comme ça qu'on reconnaissait l'accent, paraît-il, que ce soit en Darija ou en Darija ou en Tamazirt, c'est l'accent, enfin la manière d'imiter l'accent, ou bien l'accent de Taqollit.
قلت لك القاف, les gens du Sousse, ils appellent ça taqullit. Quand il y a le mot qaf, beaucoup dans le قلت لك ما قلت لك قلت لك ما قلت لك, ils appellent ça taqullit, c'est-à-dire c'est aussi une manière de montrer que l'accent à l'origine de Qaltlik est un accent à l'origine. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux Marocains. Il y a les qui goul goul et les qui goul qol. Mais bon, après, il y a des gens dans le nord qui goul qotlo. Oui, mais pour les gens du Sousse, il est associé à l'accent des juifs. C'est pour ça qu'ils l'appellent taqullit. D'ailleurs, c'est eux qui introduisent la darija dans l'histoire du Sousse. C'est les juifs d'abord. Qu'avons-nous d'autre dans cette panoplie de festivités? Il faut que tu nous fasses ça, il faut que tu organises une petite agence de voyage avec le tour du Maroc de ces festivités. Oui, malheureusement. Bon, ou alors tu fais un festival et tu les ramènes tous. Oui, par exemple. C'est bien beau de parler dans un podcast, mais à un moment, il faut qu'on voit à quoi ça ressemble. Non, c'est pas à moi d'affaire, ni à toi, ni à quelqu'un d'autre. Non, c'est mais si tu attends de ceux qui devraient le faire de le faire, tu vas attendre. Hein. Je sais pas à quoi servent nos collectivités territoriales. Bon. Je sais pas. Bon, c'est pas que gérer les trottoirs et les gadas, mais comment faire générer d'une manière indirecte de l'emploi, de la joie, de la festivité et de l'économie, le commercial, parce que c'est aussi parallèle. Ouais. Comment ils peuvent générer tout cela par l'événementiel, pas l'événementiel dit classique, on croit il faut un budget colossal pour avoir une scène et beaucoup de choses, mais aussi dans l'espace public. Ça m'a fait penser au théâtre de rue d'Aurillac que j'ai vu en France, comment toute une petite ville se transforme en Jamal Fna. Toute une ville, c'est un festival annuel, ça dure, je sais pas, moi ça fait 30 ans que ça dure, voire même plus. Mais c'est le théâtre de rue, quoi. De théâtre de rue. Même sans scène, en fait. Non, il n'y a pas de scène. Exactement. Toute une ville se transforme en Jamal Fna. Mais laisse-nous quand même quelques scènes, parce qu'on aime bien faire des concerts, si tu permets, mais je vais pas militer. Non, je critique pas la scène, parce que c'est une question de budget, etc. Aussi, ouais. Mais c'est juste le parallèle entre ce qui est moderne avec ses normes, entre ce qu'on peut être traditionnel, modernisé, mais toujours dans la norme. Dans les festivals, malheureusement, ce qui s'appelle pas folklorique, les gens ne connaissent même pas ce qu'ils ont en face. Notre ignorance, nous, Marocains, de ce qu'on a en face. Quelqu'un, je sais pas moi, de Casa de Rabat qui regarde Ahwash comme du folklore, je suis désolé. Si un Européen, une Européenne le voit comme ça, c'est une chose. Mais nous, Marocains, regardez notre propre culture comme du folklore, je suis désolé. Et si on ignore, il suffit de se documenter, d'essayer de comprendre. Maintenant, Internet existe, on n'a pas besoin de quiconque pour nous expliquer. Il suffit de se faire sa propre opinion. Alors, excuse-moi, je vais défendre peut-être indéfendable, mais autant faire un débat. Par exemple, Gnawa, quand tu discutes avec le Malmin de Tsegnaoui, pour lui c'est très clair, est-ce qu'il fait une lila de Tsegnaoui ou il fait une Sahara, ou il fait un concert. Pour lui un concert c'est un monde avec un répertoire, n'a rien à voir avec le lila qui est un rituel, qui est le khor, ou le dbiha, ou le dhla, ou l'ada, etc. Donc c'est pas grave. Tu peux avoir une initiation sur scène qui correspond à un environnement de scène, qui correspond à un public de scène, et derrière, tu peux avoir la version plus authentique ou plus complète, qui n'est pas morte parce que la première a été créée. Tout à fait. Elles peuvent exister en parallèle. L'un peut t'emmener à l'autre. Le purisme peut aussi dériver vers le rien. Non, je ne suis pas dans le purisme, c'est-à-dire ça, c'est le cas aussi des musiciens qui utilisent plusieurs instruments comme le wisha ou les rwais. Ça, pour les Gnawa, c'est le parallèle. Il n'y a pas de problème. Si ils ont ce qu'on appelle les soirées, ça n'a rien à voir avec la production à la radio, sur scène, etc. Même les versions des morceaux sont différentes. Mais peu importe. En tout cas, c'est des choses que les spécialistes peuvent discuter, je veux dire, mais on va faire des podcasts là-dessus. Autour de je m'y engage. On va faire des podcasts là-dessus pour expliquer un peu toutes ces musiques. Y compris justement l'explication du musique que les Marocains croient que c'est des musiques un petit peu qui ne valent rien parce que on nous a segmenté. On nous a segmenté ce qu'on appelle la musique dite de l'élite et les musiques dites populaires. C'est fini. Tant mieux. Le match est terminé, il est plié. Tu as gagné. Prends ta coupe, rentre chez toi. Et rajoute-moi, s'il te plaît, une autre mascarade. Ah, c'est ce qu'on appelle Sultan Tlba qui a complètement disparu. Sultan Tlba, le sultan des étudiants, quoi. Des étudiants dans les études de théologie, des études religieuses, des études coraniques. En général, Sultan Tlba, c'est des gens qui ont déjà dépassé le stade de l'apprentissage texto du Coran, qui ont commencé à faire une formation supérieure en théologie. Ça dépend de la voie qu'ils vont suivre par la suite pour devenir imam, pour devenir adoul, pour devenir étudiants supérieurs. Supérieurs, absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces Sultan Tlba? Ça se passait à Fès et à Marrakech, dans les deux grandes universités connues,
Ben Youssef de Marrakech et le Qarawiyyin de Fès. Et ça a existé, je crois, paraît-il, jusqu'aux années 60. Il y a des vidéos. Jusqu'aux années 60. Les Français, on en a parlé à l'époque coloniale, ils ont trouvé cette curiosité. Et ensuite, on a quelques récits de personnes qui sont passées par là. Je pense à un ouvrage sur la vie d'un intellectuel de la campagne qui a été fait par un Américain, Knowledge and Power. J'ai oublié le nom, désolé. Knowledge and Power, ça va revenir. Mais en tout cas, ça consiste en une fête de 3 jours où les talbas choisissent leur sultan, qui se comporte comme le sultan, avec sa cour, sans faux parasol. C'est le top de la transgression. Oui. Et puis, il fait une khutba comme la khutba de Jumu'ah, mais qu'il n'y a que de la parodie. C'est un texte où il peut parler, par exemple, de la bouffe. Et comme on a l'image de Talba qui adore la bouffe. Est-ce qu'il se moque une parodie du vrai khitab Jumu'ah de l'imam ou là du sultan? Non, le khitab de Jumu'ah, par exemple. Mais c'est une parodie où il fait l'éloge de la bouffe avec tous les genres et les types de cuisine qu'il adore, etc. J'ai comme ça un texte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai relu, et qui revient un petit peu sur Alhamdulillah, alladhi khalaqana wa khalaqa lana al-adrasa likay namdira biha ma na'kuluhu, etc. Donc c'est un mélange d'abord entre l'arabe et la darija, et ensuite qui fait une parodie sur un petit peu comment quelqu'un pourrait remercier Dieu de l'avoir créé pour pouvoir manger, et puis il liste le genre de nourriture. Tu connais la suite du texte? Non, il est long. Mais il rentre dans quel type de plat, là, juste pour information? C'est comme Zarda de Hussein Toulali, le Malhoun, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire avec une sorte d'exagération. Et quand il demande, je sais pas moi, de Chabel, il en veut 60 pièces. Quand il demande l'Ekfta, il demande 20 kilos. Donc, avec une sorte d'exagération des quantités qu'il pourrait ingurgiter. C'est un vrai discours, un vrai rétable, jamais. Donc, tout est parodie. Et, paraît-il, le dernier jour, là, si le sultan se trouve à Marrakech ou s'il se trouve à Fès, il reçoit le sultan de Talba. Et donc, pendant un moment, on a le sultan de Talba avec le vrai sultan, face à face, etc. Et puis, c'est à ce moment-là que se termine la cérémonie par une fin de la blague. Puisque c'est une sorte de bay'a que les Talba font. Et bien sûr, en échange, ils ont beaucoup d'offrandes parce que l'élite leur donne des offrandes, le sultan leur donne des offrandes, etc. Donc, quand tu dis que ce sultan de Talba se comporte comme un sultan pendant 3 jours, tu m'as dit? 3 jours. Ouais. À quel moment ça? Je crois que c'est au printemps. D'accord. Je crois que c'est des fêtes de printemps. Donc il défile, il sort sur un cheval, il fait des choses comme ça? Oui, complètement, avec les tentes à la Marzen, comme une harka qui va sortir. Ils sortent de la ville de Fès ou de Marrakech et ils font ça en pleine nature, avec les tentes marzenelles. Ils empruntent tout l'arsenal au Marzen. Hein. Et aussi, je veux dire, à la fin, le sultan de Talba a le droit de demander ce qu'il veut au sultan. Au vrai sultan. C'est-à-dire surtout, par exemple, gracier quelqu'un qui est condamné ou quelque chose comme ça. Et le sultan s'exécute, il n'y a pas de problème. Il accorde son pardon si la personne est demandée. C'est pour ça qu'à un moment donné, on parle de la compétition entre les candidats à être de Talba jusqu'à même la corruption, etc. Parce que quand il y a un personnage illustre qui est aux arrêts ou un truc comme ça, les gens de ce personnage essaient par tous les moyens de faire élire quelqu'un qui pourrait porter leur voix, et justement le moment fatidique du face-à-face entre le sultan de Talba et le sultan, de lui demander la grâce de ce personnage, ce que le sultan ne peut pas refuser. C'était dans les normes. Je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais je vois dans cette coutume les bienfaits bien connus du lâchage de pression. C'est-à-dire, tu sais, dans les familles où tu as un père un peu autoritaire, etc., tu as des moments où même lui accepte que ses fils se foutent de sa gueule, tu vois, limite, ça existe dans toutes les familles. Oui. Le moment où la puissance locale donne 1 heure ou 2 heures aux gosses, exactement, et il lâche tout, et les messages passent, hein. Les messages passent. Bien sûr. Les messages passent par l'imitation, parce que l'humour est rarement gratuit, il y a toujours un fond de vérité, et le lendemain, tout le monde retrouve sa place, et ça va mieux, quoi. On a des humoristes professionnels aussi. Et le sultan de Talba, la mascarade, Oudain Tachort, Boujlou de la Bobtaïn, Bouilmaoun. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les halqa, Jam al-Fna et ailleurs pendant très longtemps. C'est aussi une sorte de spectacle permanent que les uns et les autres. On a le personnage de l'Msih qui se déguise. Et il y en a encore à Jam al-Fna aujourd'hui qui se déguise un petit peu en clown, etc. L'Msih, le clown. Même des gens qui se déguisent en femmes.
Oui, à Jamal Fna. aussi. C'est tout l'objet du spectacle. Si Bouchaïb el-Bidawi, au début, fait la femme au début du théâtre après l'indépendance, je veux dire, elle est dans une norme, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dans une tradition, et ça existe, quoi. Ça existait. Il n'est pas en train il imite par la voix la femme, il s'habille en femme. C'était normal, c'est pas parce que peut-être il n'y avait pas de femme pour faire le rôle de la femme, Non. mais parce que aussi ce déguisement, on le voit dans un film, je crois, Swirty, qui est passé sur les écrans il n'y a pas longtemps, où on voit la reproduction de ce personnage masculin qui joue le rôle de la femme. Travesti, un travesti. Oui, il se travestit, mais c'est pas parce qu'il est travesti de nature, il joue un rôle. Non, ça n'a pas forcément Oui. Tout à fait. Non, mais vu les images aujourd'hui, etc., les gens qui croient que, etc., il y a plein de débilités et d'insanité qu'on entend sur les choses qui renvoient quand même à des métiers du spectacle. Aujourd'hui, on a beaucoup ça s'est modernisé, la musique s'est modernisée, la scène, les humoristes, c'est devenu une profession qui passe sur scène et à la télé, etc. Et je veux dire, c'est quelque chose lié à l'évolution de quelque chose qui a toujours existé. Je veux dire, avant le cinéma, avant le théâtre, avant tout ça, on avait des formes où les gens essayaient de divertissement, de décompresser, de s'amuser, de rigoler, de payer même pour avoir ce privilège. On est 3 hommes à faire ce podcast aujourd'hui. On aurait bien voulu avoir de la mixité, mais elle n'existe pas là. Et on sait tous, nous les garçons, qu'à un moment ou un autre, on s'est tous déguisés en femmes. Pour rigoler, pour faire rire les copains, c'est quelque chose qui c'est pas une transgression extraordinaire, c'est un moment de sauf que ça n'implique pas grand chose à part de faire le clown, quoi. Enfin, mais en tout cas, c'est quelque chose de très enraciné. On a parlé de ces mascarades où le masque, il est là. C'est-à-dire, on utilise le masque, un peu comme le clown. Mais aussi, parallèlement, on a quelque chose qu'on appelle les moussem. Les moussem, où on a cet événement religieux et commercial. Il est religieux parce qu'il est autour d'un saint. Et il est agricole, commercial, mais aussi le spectacle s'y invite parce que aussi les gens qui font du spectacle, ils font la tournée du Moussem. Bien sûr. Il y en a encore. Des fois, on a des gens qui font du spectacle, ils sont fixes. C'est très rare. Ils font la tournée des souks hebdomadaires et ils font la tournée des Moussem. Et ça fait partie aussi des activités liées au Moussem. On ne va pas au Moussem que. Bien sûr. D'ailleurs, ces jours-ci... le Moussem, c'est l'ancêtre du festival. Hein. Tout à fait. Ces jours-ci, on a l'un des plus anciens Moussem au Maroc. Il est plus typique, il est plus extraordinaire, qui dure 40 jours, ce qu'on appelle Dor de Graga, dans la région de Chedma, à côté de Souera. Et qui des gens qui critiquent, qui croient, etc., parce que c'est arriérés, etc. Alors que c'est le plus ancien. Il y a une légende extraordinaire autour de le premier Sab'atou Rijal de notre histoire. Les Sab'atou Rijal qu'on prétend avoir été visiter le prophète à la Mecque ou à Médine au moment où ces Sab'atou Rijal étaient déjà chrétiens de conviction. On a des sources qui parlent de cela et comment ces 7 chrétiens qui croyaient en l'arrivée d'un nouveau prophète avec un nouveau message et qui ont été le voir chez lui bien avant l'arrivée des Omeyyades chez nous. C'est ce festival, c'est l'hommage à ces 7 personnages qui est toujours organisé aujourd'hui, une tournée de 40 jours qui transite par la ville de Souera. Et d'ailleurs, quand le chef de cette... ce n'est pas une zaouia, c'est pas une confrérie, parce qu'ils n'ont pas de wird, c'est une tradition qui perpétue la mémoire de ces 7 saints personnages disséminés autour de Souera, au nord, à l'est et au sud. Et quand il arrive à Souera, il est surnommé l'Aroussa. Alors vous imaginez le chef un petit peu de cette maison, si j'ose dire, qui arrive et qui est qualifié de l'Aroussa et où toutes les confréries de la ville de Souera viennent le recevoir, c'est-à-dire avec les Gnawa, les Issawa, les Ahmadcha, etc. Ils lui font une fête à son arrivée et ils lui font une fête le lendemain de son au revoir puisqu'il passe une seule nuit à Souera et il continue son chemin. Donc, c'est en ce moment-là, c'est pendant le printemps, il y a énormément de gens qui font beaucoup de jugements de valeur, mais c'est un énorme événement bien sûr. Spirituel et commercial. Le Moussem de Moulay Abdallah, par exemple, entre pas loin de Sidi Bouzid, je veux dire, si vous ne savez pas, mais il y a des milliers de tentes qui restent au bord de la mer. Moi, j'y allais, c'est un événement considérable. C'est un rassemblement extraordinaire, quoi. Bien sûr, ce qui a disparu avec ces Moussem, comme celui de ces grands, Moulay Bouazza, Sidi Ali Ben Hamdouch, Moulay Abdeslam Ben Mchiche, Tazroual, Sidi Ahmed Moussa, et beaucoup d'autres. Ce qui a disparu aussi, c'est le lien qui est fait sur leur rencontre des tribus et qui se retrouvent pendant un événement. Parce que c'est le moment où on se retrouve une fois par an en général.
pour régler les problèmes, ouais. s'il y en a, et ouvrir d'autres perspectives. Et festoyer. Et festoyer, Ouais, bien festoyer, sûr. ouais. Mais on règle aussi le problème. C'est comme ce Moussem de Moulay Bouazza dans le Moyen Atlas, visité par les tribus de la plaine, de Zahir, Et de la politique de aussi. Chaouia, de Sma'la, de Beni Khiran, paraît-il même les gens viennent de Kala, et puis des gens des groupements de la région de Zayan, et qui a lieu au printemps pendant presque un mois à tour de rôle. Et au fait, à l'origine, c'est le moment de la transhumance. Les gens de la montagne descendaient chez les gens de la plaine, et les gens de la plaine, après le moment de transition, attendent le début de l'été pour monter chez leurs partenaires de la montagne pour les pâturages, et c'est à ce moment-là que la transition se fait, et à ce moment-là qu'on règle les litiges quand il y en a, renouveler les pactes pastoraux si nécessaire, régler les problèmes, se rencontrer, se retrouver, faire connaissance, faire du commerce entre deux saisons parce que ça se passe au printemps. C'est ce qu'on nous a donné un petit peu ce Moussem ou la Agdud de Sidi Ahmed al-Maghani, devenu après 1963 ou 65 le Moussem des fiançailles, qui ne l'a jamais été dans l'histoire, mais bon, on a collé Émile un Chil. truc, oui, ce qu'on appelle Émile Chil. Il ne se passe pas à Émile Chil, il se passe à une vingtaine de kilomètres d'Émile Chil, mais vu qu'Émile Chil est plus connu, mais c'est Agdud de Sidi Ahmed al-Maghani, c'est un saint qui n'a pas laissé de descendance, et c'est un énorme souk annuel, d'ailleurs surnommé Souqam. C'est comme ça aussi. Souqam. Souqam, il se tient une fois par an, où les gens de la plaine, et même le timing, il est bien choisi, entre la fin de l'été et le début du printemps, les fruits, les dattes, etc. Et c'est un moment d'échange, de commerce, de stock. Et comment c'est devenu cette histoire de mariée alors? Ah, ça, c'est au début de l'indépendance, parce qu'au début, on a presque tué la poule pour relancer la politique touristique. On avait fermé Jam el Fna pendant 2 ans, de 56, 58, je crois, 59. Mais pourquoi? Je sais pas, le premier gouverneur de Marrakech, paraît-il, il était un peu salafiste ou moderniste ou wahhabite, tous les trois à la fois. Et donc, tout ça, Est-ce que tu es en train de dire que les traditions marocaines ont été l'objet d'une triple attaque? Salafio-wahhabito-moderniste. C'est ça. Cette incroyable alliance. J'ai jamais entendu j'ai jamais entendu ces gens-là s'allier et ils l'ont fait contre Jam el Fna. C'est ce que tu nous dis. L'icône du modernisme au Maroc s'offusquait que les gens, hommes et femmes, chantent Ahidus ensemble. C'est le top du moderniste qu'on nous a présenté dans notre histoire. De qui tu parles? Oh, Ben Barka. D'accord. Il a dit, Ernest Gellner le rapporte dans un papier où ce monsieur, quand il était soi-disant en exil à Rabban Kurdus, était offensé de voir des hommes et des femmes danser Ahidus ensemble. Mais au nom de quoi? C'est un citadin, tout simplement, conservateur. Non, mais c'est un homme a priori de gauche, donc ça. Non, progressiste, c'est pour ça que j'ai des modernistes la mixité, je suis qu'il ait pu dire des bêtises, soit, mais sur la mixité, c'est bizarre. C'était l'icône de la modernité, du progressisme. C'est pour ça que ce mélange chez nous de notre nationalisme, d'une forme de traditionnalisme, mais c'est une forme de conservatisme, de modernisme, de salafisme, de wahhabisme, nous a donné ce magma de pensée qui ont dominé notre histoire, notre culture et notre façon de voir. Merci Mustapha pour ces éclaircissements sur ces fêtes un peu oubliées, ces fêtes traditionnelles, ces fêtes parfois interdites, parfois combattues, en tout cas surprenantes. On a appris que des gens, où on a redécouvert les gens qui mettaient des masques de bêtes, des peaux de bêtes, des gens qui imitaient des juifs, d'autres qui imitaient le sultan, d'autres qui se travestissaient. Voilà, beaucoup de choses. Ceux qui imitent l'ogre, l'ogresse, ta grotte. L'ogre, c'est qui fait peur. D'accord, super. Écoute, merci pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine les amis pour un nouveau podcast. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.